Hello à tous, bienvenue sur SoloQuest, le podcast où on parle freelancing et solo business. Aujourd'hui, on se retrouve avec Floriane Bobet. Salut Floriane. Salut. Alors Floriane, tu es business coach spécialisé en structuration business, accès rentabilité notamment. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu vends aujourd'hui concrètement en tant que solopreneur pour gagner ta vie? Oui. Alors c'est assez récent en plus, donc c'est intéressant de pouvoir faire l'update. J'ai eu un long parcours avec plusieurs offres que j'ai proposées différemment ces dernières années, où finalement je mixais un petit peu du format individuel et du format collectif. Et je suis arrivée aujourd'hui à l'aboutissement d'une formule unique que je propose maintenant à tout le monde, qui est selon moi la formule qui comprend le plus d'avantages parmi celles que j'ai pu proposer avant. C'est une formule hybride qui comprend majoritairement de l'accompagnement individuel et qui comprend également de l'accompagnement collectif espacé tout au long de l'année. Donc c'est un format d'accompagnement annuel où toute l'année je suis avec la personne pour co-développer son business à ses côtés. Et du coup, en fait, je suis en train de switcher de l'image du coach business vers un peu plus le côté partenaire stratégique et opérationnel qui est là un peu à temps plein à tes côtés. Et Voilà. du coup, c'est quoi ta cible un peu de clients? Alors, sur cette cible-là, on est soit sur du solopreneur assez avancé, donc généralement, je dirais entre 80 000 et 120 000 euros l'année pour la plupart d'entre eux, soit sur du dirigeant de TPE qui est en train de pivoter ou de changer de posture ou de changer de modèle. Donc, il peut y avoir du dirigeant aussi sur ce format-là. Et c'est souvent, en tout cas, des profils assez atypiques, d'une manière générale. Soit le projet est atypique, soit le modèle de développement est atypique, soit la personne est neuroatypique, avec des spécificités qui font qu'elle a envie de développer vraiment à sa manière et d'être dans un modèle ultra écologique pour elle. Ok, en gros, ce qu'on va faire là dans l'épisode, c'est une deuxième partie plutôt sur ton parcours du coup. Là, ce qu'on peut faire sur la première partie, c'est plutôt voir comment toi tu restructures du coup les solo business. Enfin, du coup, l'audience, c'est surtout des freelance solopreneurs. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment toi, en gros, tu restructures un solo business pour qu'il soit plus rentable. C'est quoi les piliers un peu sur lesquels tu travailles avec tes coachés? Ouais. Très intéressant, parce qu'on arrive direct dans ce que j'aime. Donc, merci pour ça. Alors, moi, mon dada et ce par quoi je commence, généralement, c'est faire un gros point sur le positionnement de la personne d'une part et sur la structuration de son business model d'autre part. On commence toujours par faire un point sur le positionnement puisque c'est à partir du positionnement qu'on va commencer à réfléchir à des offres qui sont pertinentes pour la cible et rentables pour l'entreprise. Donc voilà, on se questionne exactement sur le client idéal, la proposition de valeur qu'on a envie d'axer, de quelle manière on a envie d'être vraiment différenciant, qu'est-ce qui nous convient à nous. Et en fait, généralement, à chaque fois que le client se pose une question ou est un peu paumé à ce niveau-là, je le ramène toujours à une question qui est essentielle pour lui, c'est avec qui tu as envie de travailler, vraiment, tous les jours. Et du coup, je le ramène tout le temps à ça parce que c'est ça qui définit la joie au quotidien, c'est ça qui définit ta motivation de tous les jours et qui va en fait, vraiment façonner la façon dont tu vis tes journées. Donc, d'abord un gros point sur le positionnement, avec qui tu as envie de travailler, de quelle façon tu as envie de travailler, comment tu as envie de travailler. Et à partir de cette base-là, qui est quand même un gros moment d'introspection hein, finalement, mais c'est super important parce que pour moi, tout part de là. À partir de là, on commence à structurer des offres. Donc, généralement, en fait, moi, j'ai un entrepreneur qui arrive à moi qui fait pas mal de sur-mesure. Tu vois, tu prends la demande, tu navigues un petit peu à vue, tu vas passer du coup des plombes à faire des devis, tu vas peut-être répondre à des appels d'offres, passer des jours à répondre à des appels d'offres, perdre des appels d'offres. Donc, en fait, le travail qu'on fait ensemble, ça veut pas dire qu'il y aura plus de sur-mesure, ça veut pas dire qu'il y aura plus de réponses aux appels d'offres, mais on essaie de prendre un coup d'avance pour avoir soi-même quelque chose à proposer avec un vrai recul en fait sur la chose pour être sûr que l'offre elle est à la fois très pertinente pour le client et très rentable pour nous. Donc il y a tout un travail effectivement de structuration des offres où on package, voilà, on se dit ok bon, on essaie d'aller trouver des récurrences dans tout ce qui a été vendu dans le passé. Ok, t'as vendu X fois quelque chose où tu faisais par exemple une intervention sur tel domaine. On va essayer de voir où sont les récurrences, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, qu'est-ce que le client a le plus apprécié. Et on commence en fait à mettre tout ça à plat pour aller créer quelque chose qui va être réplicable d'un client à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on va vendre la même chose à tous les clients à chaque fois qu'on vendra cette offre. Ça veut dire juste qu'on prendra énormément l'avance au moment où on vend, c'est-à-dire au moment où on le présente au client.
et au moment où on délivre, puisqu'il va quand même y avoir de la répétition. Et du coup, il y aura plus que des petits coups de pinceau quand on a besoin de faire du sur-mesure, des petits ajustements à la marge en fait, mais ça veut dire que globalement, on gagne en fait considérablement en efficacité, en structure mentale et en structure chiffrée pour la vision de l'entreprise. C'est ultra intéressant ce concept de packager des offres et un peu structurer, on va dire, ce qu'on propose à ses clients. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément puisqu'en gros, je fais beaucoup de sur-mesure justement. Enfin, moi, je suis développeur, du coup, je fais de l'automatisation et aussi du code pour mes clients. Mais chaque projet est différent, donc je peux pas vraiment packager des offres. Ouais. La seule manière, en fait, quand tu es développeur, un peu, c'est de vendre son temps. C'est la manière la plus simple, on va dire, de facturer son client. Est-ce que tous les métiers s'y prêtent quand même pour packager, on va dire, des offres ou il y a, enfin, comment on peut sortir vraiment du sur-mesure? Il faut quand même faire un peu de volume quand même pour que Ah tes ouais, offres voilà. deviennent intéressantes sur du sur-mesure. Complètement, Enfin, du... complètement. Alors il faut faire du volume, ça c'est sûr. Déjà, typiquement, c'est pour ça que je bosse, pas avec des débutants, et que je travaille déjà avec ceux qui ont généralement 2-3 ans d'expérience. Je mets 1 an minimum sur mon site et après, en fait, je fais le tri en discutant avec la personne pour voir son niveau d'avancement. Parce que certains avancent quand même plus vite que d'autres en termes de volume, mais le ventre mou de ma clientèle, on va dire, c'est plutôt 3 ans d'expérience avec un bon passif aussi sur, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît, en fait, dans tout ça? Et vers quoi j'ai envie de tendre, en fait. Pour moi, c'est le laps de temps qui est intéressant pour commencer à tirer des conclusions sur le fonctionnement que tu as envie d'avoir là, tu vois. 3 ans aussi, on dit l'amour dure 3 ans. Pour moi, c'est la même chose en entrepreneuriat. Tu finis ta lune de miel entrepreneuriale et tu commences vraiment un peu à te dire, bon, ok, voilà, ça c'est ma vie maintenant. C'est plus juste le grand projet, c'est plus genre c'est ma vie, je veux de la structure, je veux prendre les choses en main, en fait, et être un peu plus moteur vers là où je l'amène. Pour répondre à ta question, est-ce que ça se prête à tous les métiers? C'est évident qu'il y a des métiers où c'est quand même un petit peu plus dur que d'autres et pour le coup, le développement en fait partie. Parce qu'évidemment, voilà, on est quand même obligé d'aller réfléchir à du sur-mesure. Après, ce avec quoi j'essaie de réfléchir avec certains profils techniques donc, que j'ai dans ma clientèle, c'est des modèles de facturation qui sont un petit peu différents. Par exemple, j'ai un client qui travaille beaucoup en co-création et il facture du crédit service. Donc effectivement, tu vends ton temps, mais il a un modèle en fait de fonctionnement où c'est cadré et où il essaye en fait d'avoir quand même des forfaits de temps qu'il vend de manière hyper cadrée à ses clients par mois. Ok, ça te permet déjà en fait d'anticiper un petit peu de roulement et de te dire bon bah je vais pas faire 1 mois à 15K avec ce client-là et puis quand j'ai terminé je suis à zéro, le temps d'en retrouver un autre. Enfin tu vois, Mm. on est sur au moins une durée d'engagement qui te permet d'avoir du roulement et de voir un petit peu où tu vas aller. Après, sur le développement, c'est sûr que packager, c'est compliqué. Franchement, ça fait partie des métiers où c'est compliqué. Faut se creuser la tête et honnêtement, c'est différent pour chaque dev que j'ai accompagné, parce que j'en ai accompagné plusieurs. Le TGM fait partie, hein, quand même, aussi des modèles qu'on va garder, parce que c'est bête de l'enlever et puis ça reste, enfin, c'est pas si déconnant que ça. Malgré tout ce qui se lit sur les réseaux sociaux, c'est pas si déconnant que ça, hein, de facturer TGM. Mais on peut inclure un petit peu de package en fait au sein du business model pour se dire ok, je vais quand même essayer de gagner du temps à certains endroits précis. Je sais pas, par exemple, ça peut être sur un type d'appli que tu vas développer, où tu vas réussir à cadrer un périmètre en fait sur du temps de travail et à te dire ok, ici ça je le vends au forfait. Je le vends au forfait, on sera sur un forfait à 5 000 pour ce type d'appli-là. Si tu vois que tu as du client qui est récurrent là-dessus. Mais tu vois, comme je dis, ça demande quand même une certaine antériorité sur toute la clientèle, toutes les missions passées. Ouais. En gros, il y a par exemple, enfin moi je réfléchis justement à mettre une phase d'audit de par exemple X montant justement en début de mission pour un peu estimer le projet en amont, enfin après. Tout à Euh, fait. en vrai, il y a plein de manières de packager un peu des offres, même si tu peux pas sur ta partie générale. Du coup, après, quand tu packages les offres, c'est quel levier que tu actionnes avec tes clients pour justement être beaucoup plus rentable au niveau de leur solo business? Alors, ça, c'est un outil que j'ai développé et c'est la partie qui m'emballe aussi beaucoup dans mon activité. J'ai développé un outil spécifique de travail que pour l'instant, je réserve à ma clientèle, mais que j'ai envie d'ouvrir au grand public. J'ai juste besoin de le faire monter en version. Je suis sur un outil de travail, en fait, qui va calculer précisément le taux horaire réel. C'est-à-dire, ta rentabilité horaire sur une offre spécifique en fonction du temps que tu vas passer à délivrer. Et dans cette offre-là, on compte tout.
C'est-à-dire que si c'est une offre que tu vas galérer à vendre parce que tu es sur un cycle de vente long, par exemple une offre à 10 000 euros, tu es sur un cycle de vente plus long qu'une offre à 500 euros, on va compter le temps passé en avant-vente. On est sur de l'anticipation, hein, mais c'est de l'anticipation stratégique et c'est important pour aller anticiper la rentabilité d'une offre. Donc en gros, mon outil, ce qui permet, c'est que je rentre des offres. Au tout début, on est plutôt sur de l'hypothèse et on fait du calcul de rentabilité, on voit si on est dans les clous. Je rentre l'offre A, par exemple, je vais dire, OK, j'ai une offre, typiquement une offre d'audit à 2 000 euros. On va se dire que je vais compter le temps passé en avant-vente. On va passer peut-être 30 minutes en avant-vente. On va passer ensuite du temps à benchmarker. Enfin, chaque ligne, en fait, comprend le temps de travail sur l'offre. Du temps à benchmarker, du temps à créer le livrable, du temps à présenter le livrable au client, du temps en gestion de projet. Si jamais il y a quelques allers-retours, si c'est un audit qui dure une semaine et pas 2 jours en condensé, tu vois. Et à partir de ça, on va avoir un taux horaire réel final sur une offre donnée. Pour constituer un business model complet, on va aller créer toutes les offres. Et l'outil va nous permettre en fait d'avoir le tri, enfin le classement des ordres de la plus rentable à la moins rentable. Ce qui va te permettre déjà de pouvoir faire des arbitrages et de te dire, ah tiens, je pensais être vachement rentable sur celle-là, finalement pas tant que ça, je suis beaucoup plus rentable sur celle-là. Finalement, est-ce que j'ai pas un peu plus intérêt à aller mettre le paquet sur celle-là et aller augmenter mon objectif de vente sur celle-là? Et donc ça, c'est ma fierté. C'est ma fierté professionnelle parce que c'est un vrai outil d'aide à la décision sur la structuration de business model parce que c'est à ce moment-là de mes accompagnements qu'on arbitre en début d'année pour se dire, OK, sur quoi on met le paquet cette année? Est-ce qu'il y a des offres qu'on cut aussi? Parce que on voit qu'il y a des trucs qui sont fondamentalement pas rentables. On se dit, est-ce qu'il y a un intérêt au-delà de la rentabilité à cette offre? Parfois, c'est le cas. Moi, j'ai eu des offres non rentables que j'ai cherché à maintenir pour maintenir le lien avec ma clientèle, pour fidéliser sur du long terme. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'aller closer à 70% des anciens clients sur mon accompagnement annuel. Donc, c'était une offre pas rentable dans le tableau, mais très rentable humainement et dans ma stratégie de fidélisation client. Mais en tout cas, voilà, gros outil d'aide à la décision. Quand tu vois qu'il y a une offre qui est pas rentable, tu te poses dessus, tu dis est-ce que je cut, est-ce que j'enlève, est-ce que je continue pour une raison X ou Y. Et les offres super rentables, est-ce que je mets le paquet dessus parce que j'ai envie d'y aller et que tous les feux sont au vert, ou est-ce que je me dis bon, c'est super rentable, mais elle est plus dure à vendre, mais c'est pas mon cœur de cible, mais enfin voilà, en fait, on a un panneau et à partir de ça, il y a toute l'analyse qualitative qui est celle que j'apporte aussi en tant que consultante. C'est là en fait l'intérêt d'avoir le regard humain et pas seulement le regard outil. Et à partir de là, on commence à arbitrer. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est qu'avec un outil comme ça, j'ai le temps de travail hebdomadaire qu'on passe à travailler pour les clients. On va ensuite rentrer dans l'outil le temps que tu passes sur ta strate de contenu, sur ton administratif, sur ta stratégie d'entreprise tout court, sur les cafés visio. Et je gonfle avec une marge d'erreur parce que généralement, on a tendance à sous-estimer notre temps de travail. Donc, une fois qu'on a fini tout le travail, on a rentré aussi même les dépenses d'entreprise, on a toutes les données chiffrées, hypothétiques de l'entreprise avec un objectif de temps de travail hebdomadaire, un objectif de chiffre d'affaires à l'année et un objectif de bénéfice net à l'année. Donc, en gros, c'est ça, mon approche de la rentabilité, sachant que j'ai une majorité de clients qui bossent dans le service. Besoin de voir combien de temps tu passes à faire telle chose et est-ce que tu es aussi rentable que tu le crois ou est-ce que ton objectif de chiffre d'affaires super brillant à 500 000 euros l'année, il te force à bosser 80 heures par semaine. Parce que si c'est le cas, pour moi, ça vaut pas le coup. Enfin, on n'est pas sur des... Voilà, c'est mon approche du métier, mais moi, je trouve que 80 heures par semaine, tu mets n'importe quel chiffre en face, je trouve que ça vaut pas le coup. Ouais, carrément. Mais en fait, si je résume un peu, il y a 2 métriques importantes, à suivre quand tu es indépendant. C'est du coup le temps travaillé et argent généré. Est-ce que tu es Exactement, à l'aise avec, l'argent que tu as généré versus le temps que tu as travaillé? Et en tout à gros, fait. il faut quand même faire un gros suivi sur le temps que tu mets à faire telle ou telle tâche pour savoir justement si tu es rentable à l'arrivée. Exactement. Bah, en fait, c'est le premier truc que je demande avant accompagnement, c'est-à-dire avant qu'on démarre, parce que généralement, tu as toujours un laps de temps entre le moment où je signe avec la personne et le moment où vraiment on démarre ensemble. Je dis, si tu veux commencer à prendre de l'avance sur le taf qu'on va faire ensemble, regarde où passe ton temps. Et sois vraiment minutieux là sur où part ton temps dans les journées. J'ai besoin de voir, en fait, d'avoir de l'info sur tout le travail qu'on va faire ensemble pour comprendre exactement le temps que tu passes sur telle ou telle tâche. Parce que c'est un gros fléau, la sous-estimation du temps, et c'est souvent ce qui fout les freelances dedans. Freelance ou solopreneurs, d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça, c'est vraiment c'est un sujet.
Toi, tu fais comment concrètement pour, suivre ton temps? Tu utilises des outils, poussés comme, Toggle ou tu le fais, de manière un peu plus, Non, moi je suis, team tracking manuel. Alors Toggle, j'ai, essayé, ce truc m'a donné une crise cardiaque, enfin c'est beaucoup trop mmh, stressant pour moi. C'est vraiment un truc de contrôle fric. Pourtant je suis un peu contrôle fric sur les bords, mais là on est vraiment too much pour moi. Non, moi je suis, très, très minutieuse et rigoureuse dans ma tenue d'agenda. Et en fait, donc bah, d'ailleurs aussi ça fait partie des trucs sur lesquels je suis intraitable dans mes accompagnements. Tu peux pas sortir de chez moi sans utiliser correctement un agenda. Ou alors, enfin c'est que vraiment, tu auras fait de la résistance avec moi. Mais normalement, je mets un point d'honneur à ce que la tenue d'agenda, ce soit le cornerstone de la gestion du temps. Agenda, donc je suis vraiment une planificatrice. J'anticipe en fait beaucoup de créneaux de temps de travail. Et à la journée, ben, tous les jours, en fait, enfin, mon agenda il est ouvert et je check où j'en suis. Ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a pris du temps jusque-là. J'ajuste et je suis pas là pour me mentir à moi-même ou pour me dire que j'ai super bien fait les choses. Je suis là pour savoir où passe mon temps et ce que j'ai fait et avoir vraiment une vision d'ensemble sur comment s'est passée la semaine pour moi. Donc, c'est du manuel. C'est du manuel. Quand il est midi et que j'étais censée avoir fait X tâches à midi et que les tâches, elles n'ont pas été faites, soit je les décale l'après-midi, soit je les décale au reste de la semaine, mais je complète sur qu'est-ce que j'ai fait le matin, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait le matin pour que mon temps, il parte ailleurs. Si c'est, bah, j'ai scrollé sur un LinkedIn pendant 2 heures, je me suis un peu perdue. Et bah, le créneau LinkedIn qui était censé durer 30 minutes, hop, on l'allonge et il correspondra aux 2 heures de temps passé réellement sur la plateforme. OK. Bah, du coup, là, si je résume déjà les piliers que tu as donnés, c'est, suivi de son temps, productiser, un peu ses services et packager des offres, Ouais. jouer sur ses prix aussi. Donc ça permet d'être, plus rentable. Est-ce que tu as d'autres leviers, sur lesquels tu travailles avec tes clients pour, aller chercher plus de rentabilité justement? Ouais, tu parlais de productisation tout à l'heure. Il y a quand même aussi tout un volet optimisation des process au global. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que tu as standardisé, en fait, le mot standardisé, il est un peu laid, mais on va dire une fois que tu as packagé tes offres et que tu commences à avoir un process rigoureux, étape 1, étape 2, étape 3, à l'intérieur de chaque étape, c'est un peu différent pour chaque client, mais il y a une feuille de route qui est la même, rigoureusement pour plusieurs clients. Tu peux commencer à aller plus loin et à te dire: «OK, maintenant je vais processer chaque étape». Je vais processer chaque étape en interne. Voilà, qu'est-ce que je fais, par exemple, si je vends un audit? Répéter à mes clients. Comment je fais pour être hyper efficace en phase d'audit? Il y a toute une partie où tu vas te dire: «Bon, bah, voilà, si je fais d'abord un benchmark des concurrents, je sais que mon étape 1, ça va être, d'aller checker tel outil, étape 2, tel outil, étape 3, tel outil» et du coup, je sais que, du coup, je vais être efficace sur cette étape-là au maximum, pour, ne pas me perdre entre 1000 fenêtres. Je disais, enfin, Mmh. plus on est rigoureux, en fait, sur la systématisation des process, plus on est efficace là-dessus. Puis, en deuxième étape, je vais avoir mon livrable. Qu'est-ce que je fais pour avancer plus vite dans mon livrable? Je vais le templater, je vais m'assurer que, voilà, il y a tant de slides et que, c'est toujours plus ou moins le même parcours à remplir pour les clients. Il faut que j'ai certaines données absolument et c'est comme ça que j'aurai un livrable qui va être impeccable. Et puis, enfin voilà, et cetera, et cetera. Donc, il y a en interne tout un tas de processisation, enfin bon, tu m'entends, ce terme n'existe pas, c'est un néologisme, mais on s'entend là-dessus. Tout un tas, en tout cas, de mise à plat des process internes pour soi, pour être efficace pour soi, rigoureusement, d'une offre à l'autre, d'un client à l'autre. Et puis, il y a la mise à plat des parcours clients pour s'assurer que les étapes comment dire, de gestion de la mission et de collaboration fonctionne de manière fluide d'un client à l'autre. Et ça, c'est ma partie préférée parce que le parcours client, c'est ce qui fait la qualité de la mission, c'est ce qui fait la qualité de la relation client. Et là, j'aide beaucoup aussi là-dessus, à créer des parcours clients adaptés pour faire en sorte que la mission se passe de manière fluide, pour minimiser les allers-retours, pour minimiser les points de friction, les incompréhensions, éventuellement les insatisfactions clients et faire en sorte que voilà, il y ait les bons points en synchrone avec le client au bon moment, que les process qui se passent en asynchrone assurent un suivi efficace et qu'en fait, on est sur des bons checkpoints tout au long de la mission. Avec, éventuellement des bons temps forts sur la mission, c'est-à-dire ce que j'appelle les effets waouh du client. Ce truc, c'est des points d'over deliver très précis. Je suis contre l'over deliver qui va étouffer le client sous la masse de trucs inutiles et qui va lui donner du boulot en plus. Mais par contre, ce truc précis que tu fais pour ton client qui va lui faire gagner un temps fou au bon moment, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Puisque aussi mon approche de la rentabilité en business, c'est la fidélisation client. C'est donc voilà, la mise à plat des parcours clients, pour moi, ça fait partie des maximisateurs de rentabilité. On n'est pas là pour facturer plus au client et être plus rentable face au client et qu'il soit perdant dans l'affaire. Au contraire, il faut absolument que ce soit, vraiment gagnant-gagnant pour les 2, quoi.
En fait, ce qui est marrant sur ce que tu viens de raconter, c'est que moi, ce que j'ai remarqué avec mes clients, c'est que souvent, enfin, des fois, techniquement, le projet s'est pas forcément très bien passé. Il y a eu des bugs, des trucs. Enfin, techniquement parlant, c'était pas forcément le meilleur projet. Mais si tu soignes tous les à côté, si le client est content sur tous les à côté, la communication qui est qualitative, les livrables qui sont de qualité aussi. En vrai, le client, il a un super opinion de toi après et il te recontacte aussi peu de temps après, peut-être pour une autre mission. Si en gros il est content sur tous les à côté. Il faut vraiment soigner tous les à côté sur une mission. Totalement. Totalement. La communication dans une mission, c'est vraiment la base et ça fait partie des trucs sur lesquels j'aide le plus mes coachés parce que, il y a beaucoup de peur, en fait, tu vois? Aussi dans le syndrome premier de la classe, il y a du stress sur le fait d'aller communiquer sur tel ou tel truc et en fait, quand la communication est fluide entre, l'entreprise et le client, hem, ça vaut de l'or. En fait, et d'ailleurs, je leur dis souvent: «Si vous voulez devenir riche, en fait, bossez votre intelligence relationnelle» parce que le business, pour moi, c'est 95 d'intelligence relationnelle. C'est de l'intelligence relationnelle au moment où tu vends, au moment où tu crées une offre, au moment où tu délivres, au moment enfin, en fait, on est en permanence en train de se demander comment prendre soin de l'autre quand on a un bon prestataire. Donc c'est vraiment pas un détail, c'est pour moi, c'est le cœur d'un business, qui décolle, en fait. Mais en fait, enfin j'avais un truc à dire mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Non, mais par exemple une personne qui a pas vraiment de parcours client défini aujourd'hui, enfin tu mets quoi en place, concrètement comme, étape avec lui pour justement qu'il mette en place ces étapes, pour son client? Enfin Alors là, quel pour outil le il coup faut utiliser? Quelles choses faut mettre en place pour justement, essayer de processiser ce parcours client? les outils, ça, je fais pas de je fais pas de reco descendante pour tout le monde parce que c'est trop différent pour chacun, ça dépend complètement de ta cible. Justement, j'essaye en fait effectivement de diffuser des infos qui peuvent être, pratiques pour tout le monde. Tu vois, j'ai des templates Notion de suivi de mission, par exemple, qui sont très cool et que les personnes peuvent utiliser. Ça fait de la centralisation. Le problème, c'est que ça, c'est un outil parmi d'autres. Ça peut pas correspondre à tous les ciblages, ça peut pas correspondre à toutes les boîtes. Donc, c'est un point que je fais en individuel avec chacun, où vraiment on a besoin de se poser sur, comment se passe la mission. Il y a un exercice qui est hyper intéressant à faire et d'ailleurs, c'est un de mes clients qui est spécialisé en parcours client qui m'avait appris ça, donc comme quoi on s'enrichit tous les uns des autres. C'est tu prends une feuille, A4, tu la mets comme ça et tu dessines une ligne qui représente ton parcours client avec les différentes étapes et le curseur de satisfaction, en fait, il est là, en horizontalité. Donc toi, en fait, tu vas essayer de trouver les moments forts où ton client, il est particulièrement content et où il ressent des trucs. Et ça, c'est très, très intéressant parce que nous, du coup, on va pouvoir se concentrer aussi sur les moments bas et comprendre pourquoi ça peut redescendre un peu. En gros, où sont les points d'inquiétude du client? À quel moment il a besoin d'être rassuré? À quel moment peut-être tu le rassures pas forcément? Comment se passe ton onboarding? Ça effectivement, c'est hyper important. Comment se passe ton onboarding? OK. Où est le premier temps fort de ton parcours client? Ce qu'on appelle le climax, en fait, donc où la personne, elle est vraiment hyper emballée, et où elle aura envie de te recommander. À quel moment effectivement tu laisses un peu redescendre et tu passes en rythme de croisière et c'est normal d'avoir le rythme de croisière sur, la mission. À quel moment tu recrées un temps fort pour être sûr que ça se passe bien et comment tu outboard parce que, tu offboard pardon, je dis tu outboard, ça y est, je suis fatiguée. Comment tu offboard? Parce que tout le monde pense à l'onboarding, très peu à l'offboarding, mais ça, c'est pareil, en fait, c'est important. Quels sont les next steps pour la personne? Est-ce que tu la projettes seule pour la mettre en toute autonomie et tu lui donnes des cartes pour que elle ait vraiment, un super souvenir de toi, en fait, c'est-à-dire avec quoi tu la laisses, en post-mission? Est-ce que tu l'upsells, du coup? Est-ce que tu lui offres, du suivi? Est-ce que tu offres, la dernière touche d'over deliver à l'offboarding où, le client il s'est dit: «Ah purée, waouh, il nous a offert ça en plus, on s'y attendait pas, c'est génial». En fait, c'est vraiment différent pour chacun et là, moi, c'est des choses que je vois en individuel. L'outil, pour moi, c'est qu'un support, parfois c'est Notion, parfois il y a rien, il y a que du mail, mais le meilleur outil, ça va être de placer juste les bons points synchrones au bon moment et d'aller poser les bonnes questions aux clients. Enfin, c'est vraiment, c'est trop différent ça selon les secteurs et là, justement, on est dans l'intelligence relationnelle pure, bien plus que dans la logistique, en fait. Ouais, moi je me fais de plus en plus de mind map, justement sur des outils, enfin on s'en fiche de l'outil, mais, des mind maps sur le parcours client, sur, ma création de contenu, en gros les différents trucs que je dois créer. Enfin sur tout ce que je fais en fait, j'essaie de le mettre sur le papier pour voir un peu, là où je pourrais gagner du temps. Parce qu'en vrai, quand tu es solopreneur, ta ressource principale c'est ton temps, donc c'est ultra important de la conserver. Mmh. Hem
Une fois que tu as fait tout ça, tu arrives quand même à un certain palier. En gros, quand tu as maximisé, on va dire, ton prix, quand tu as minimisé le temps que tu passes par tes clients, mais que tu as maximisé aussi la valeur, enfin, comment tu peux faire pour passer peut-être à un peu à une étape supérieure? Est-ce qu'il y a d'autres leviers à actionner pour, se détacher un peu de ce temps, que tu peux vendre? Ouais, bah, là, c'est le moment où tu commences réellement à vendre du produit. C'est-à-dire et pour moi, il faut attendre d'en arriver là, d'ailleurs, enfin, on n'est pas tous d'accord sur ces sujets-là, hein, mais Mmh. moi, j'estime qu'en service, vendre du service cher, c'est la meilleure manière de maximiser ses revenus rapidement et de se mettre à l'abri confortablement, d'aller construire une belle trésor. Et une fois que tu en es là, généralement, tu as des problèmes de riches, hein. Tu te dis: «Bon, voilà, c'est cool, tu peux voir venir». Tu as de la trésor pour commencer à lancer des trucs cool, pour, te faire aider, d aller déléguer des trucs sur de la communication, en fait, pour amplifier vraiment. Donc faites les choses dans l'ordre et attendez d'arriver à ce palier-là avant de vouloir absolument vendre, du produit parce que quand tu as pas d'audience et quand tu as pas de revenus, le produit généralement il se vend pas. Par contre, quand on est là effectivement, que tu atteins ton palier et que tu te dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, pour, aller, faire augmenter mes revenus?» Là, on rentre dans une période où c'est intéressant d'aller chercher du produit. Pour toi qui es développeur, ben, pour moi, c'est aller développer sa propre appli, son propre SaaS, son propre, enfin, en fait, son propre produit que tu vas commencer à chercher à vendre, à tes clients. Et ça, j'en ai de plus en plus des clients qui le font. Soit qui vendent du SaaS B2B, et du coup, c'est une upsell significative pour leurs clients, qui leur demande pas de temps de travail supplémentaire une fois que l'outil est développé. Soit qui vendent carrément du SaaS B2C, où là, vraiment, on est sur un outil qui est travaillé, tu essaies de le vendre, d'aller augmenter au maximum ta visibilité. C'est généralement le moment où on passe au paid pour l'acquisition, où l'organique ne suffit plus, en fait, parce que on a des petites audiences sur LinkedIn. Enfin, c'est cool, hein. Même moi, j'ai 19 000 abonnés. Demain, quand j'aurai envie de vendre mon SaaS à du grand public, j'irai jamais me contacter. Enfin, je pourrais pas me contenter de cette petite audience de 19 000 personnes, en fait. C'est pas assez. Je passerai sur de la publicité payante sur Instagram ou sur LinkedIn. Mais en tout cas, là, on change de modèle. On change de modèle. Et rien n'empêche d'ailleurs de continuer à vendre du service, hein, pour avoir la brique hyper secure de ton business model et te dire que le produit, c'est du plus, c'est du bonus. En fait, c'est cette surcouche qui va te permettre effectivement d'aller te développer vraiment plus et d'aller faire augmenter tes revenus doucement mais sûrement, sans augmenter le temps de travail. Ouais, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu le système de Flavie Prévost, du coup, expertise, médias, produits et communauté. Bon, communauté, on n'a pas forcément parlé. Mais du coup, moi, j'ai l'impression, après avoir regardé quand même, les personnes qui sont passées dans ton bootcamp SoloZen, que tu as quand même beaucoup de solopreneurs qui ont quand même une partie média, du coup, qui créent du contenu pour Ouais. ramener déjà de l'inbound, vers eux. Il y a toujours des gens avec des médias ou des personnes, qui performent sans médias? Certains d'entre eux, n'aiment pas ça et il y a pas moyen de les y emmener. Il y a un peu oui, il y a un peu de tout. En vrai, il y a aussi des gens qui veulent essayer, mais qui vraiment, n'accrochent pas et du coup, je force pas trop parce que souvent, en fait, c'est des profils qui vendent déjà très bien sans et certains veulent aller développer du média un peu pour faire comme tout le monde et quand je vois que ça coince, je suis là: «Bon, en fait, ça sert à rien de se faire souffrir, en fait. Tu verras plus tard, tu verras quand on aura l'élan». Enfin, moi, j'aime pas trop essayer de mettre des carrés dans des ronds. Donc voilà. Après, ceux qui ont le côté média, pour moi, c'est vraiment un canal d'acquisition pour eux. Il y en a assez peu qui ont envie d'aller développer l'audience pour développer l'audience. C'est plutôt des prestats de services qui sont très nichés, qui veulent développer leur audience sur un point spécifique et qui sont vraiment dans une intentionnalité très claire d'aller chercher du lead sur LinkedIn, d'aller faire de la rétention de lead dans leur newsletter. Enfin, mais on est vraiment dans une visée business first, hein. Mais ça a un impact quand même sur la rentabilité, le fait de créer du contenu. Enfin, des fois, enfin, faut quand même convertir derrière. Créer du contenu pour créer du contenu, enfin, c'est Totalement. bien, mais ça sert à rien. Mais créer cette conversion derrière, justement, de tes lecteurs ou autres vers, des clients, c'est pas forcément si simple. Donc ça a quand même un impact de créer, du contenu sur, ta rentabilité en tant que solopreneur. Totalement, mais c'est pour ça que ceux que j'accompagne, je les accompagne à créer d'abord du contenu convertible plus que du contenu visible et en fait, d'ailleurs, c'est une typologie de client qui vient là pour ça, qui est très content. Parce qu'ils ont horreur, de la viralité, comme moi d'ailleurs, hein. Enfin, moi, je suis partie virale, accidentellement quelques fois, genre, c'est les pires souvenirs de ma vie. Je suis assez, enfin, je suis extravertie sur le papier, mais j'ai quand même un bon côté introverti et alors moi, des milliers de notifications, enfin, laisse tomber, ça m'a foutu la tachycardie. Donc on est vraiment là pour vendre avant tout et dans les stratégies de contenu que je les aide à faire, on n'est pas forcément sur des gros volumes de posts, plutôt sur un rythme de croisière très régulier
où il va y avoir une intentionnalité très claire derrière chaque post et où vraiment on oriente les posts côté conversion pour être sûr qu'on a un très bon ROI sur la stratégie de contenu. Donc ça fait partie aussi de l'approche, si tu veux. Moi, je veux éviter à tout prix en fait les posts poster pour poster, aller chercher, enfin juste être là dans le radar des gens. Parce que j'en ai eu des clients qui arrivent chez moi qui postent depuis 2 ans. Ils ont eu 3 leads, tu sais, qui se courent après sur LinkedIn. Je dis mais enfin t'en as pas marre en fait. Ça te fait kiffer au moins, enfin parce que parce que moi je kiffe qu'à moitié, tu vois, sur LinkedIn et je suis vraiment là. Enfin pour le travail, tu vois, je suis pas là spécialement pour le plaisir sur LinkedIn. Les moments où je prends du plaisir sur LinkedIn, c'est quand je parle en message privé, pas quand je poste, tu vois. Donc voilà, non, il y a une intentionnalité qui est très claire justement pour pas tuer sa conversion et pas tomber dans le média égo. Parce que ça peut être le cas aussi en fait. Quel que soit le média que tu montes, est-ce que tu es là pour te faire plaisir, pour te satisfaire dans l'image que tu as de toi, pour te dire que c'est stylé parce que est-ce que tu le fais parce que tout le monde le fait ou est-ce que vraiment tu sais que ça va servir à ton business? Parce que quand tu es juste ego-drivé sur la stratégie de contenu, à un moment tu payes très cher personnellement. Ouais, bah, c'est marrant là-dessus. En gros, moi, j'étais plus à la recherche des likes, du coup, en début d'année. Et en vrai, c'est pas un bon driver quand même, parce que déjà, quand t'as un post qui performe et qui fait beaucoup de likes, t'es content. Un post qui fait 10 likes, tu te dis mince, j'ai raté quelque chose, tu t'en veux. Ouais. Enfin bref, c'est pas forcément optimal. Il y a un bon exemple là-dessus, c'est Cédric Costa, notamment, qui est passé dans ton podcast Bootcamp Solo Zen. Ouais. Lui, aujourd'hui, il fait beaucoup de contenu sur LinkedIn, mais il a, je crois, 10 000, 13 000 abonnés sur LinkedIn. En fait, tous ces contenus sont vachement orientés sur de la vente, justement, vers son accompagnement James Inbound. Ouais. Et en fait, il fait des posts des fois à 10 likes, mais en soi, c'est pas grave. Mais derrière, ça convertit aussi derrière. Donc, Exactement. Bah, c'est exactement le type de. D'ailleurs, c'est la même stratégie de contenu que moi. Je m'en fous. Il y a des fois, effectivement, je fais 10 likes et j'en ai rien à péter. C'est vraiment. Et typiquement, en fait, les créateurs qui se détachent de ça le plus tôt possible et qui sont hyper concentrés vente, bah, c'est ceux qui vendent le mieux. C'est ceux qui font le plus de chiffres. Et après, voilà, là, c'est entre toi et toi. Tu vas te demander quels sont tes prios. Est-ce que tu veux faire plus de likes ou plus de chiffres? Mais bon, en fin de l'année, en vrai, on sait ce qui compte, quoi. Quand ouais. tu regardes tes comptes et que tu fais ton bilan, ouais, on sait ce qui compte. Et puis, enfin, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, quand tu dis c'est pas un bon driver, le problème c'est que c'est un driver qui est dangereux aussi pour le cerveau parce qu'il crée vraiment un énorme défocus au quotidien. Je l'ai eu, ce moment, je pense qu'on l'a tous eu au tout début sur les réseaux sociaux parce que la machine est faite pour qu'on fonctionne comme ça et pour qu'on vrille un peu du cerveau. Mais voilà, t'as des journées, tu checkes tes notifs en permanence, tu viens de poster, t'es là, t'attends que les likes qui tombent, t'es devant, tu réactualises ta page et tout, mais on devient fou, quoi. On devient fou. En fait, ça fait un peu péter un câble aussi sur le plan personnel, je trouve. Ouais, carrément. Bah, sur LinkedIn, moi, j'évite de laisser l'onglet ouvert parce que si tu laisses l'onglet ouvert, tu vois entre parenthèses le nombre de notifs et du coup, ça te donne tout le temps envie d'aller voir dès que tu as une nouvelle notif. Donc, j'évite de le Totalement. faire. Mais du coup, ce que j'aimerais bien faire là, c'est de revenir un peu sur ton parcours. Ce que j'aime Mm. bien quand j'ai un solopreneur en face de moi, c'est de comprendre pourquoi en fait il s'est lancé en tant qu'indépendant. Toi, c'était quoi la démarche? Déjà, t'avais quoi avant et pourquoi t'es devenue indépendante? Oh, bah, je suis devenue indépendante très très vite parce qu'en fait, moi, le monde du salariat, c'était compliqué dès le début. Si je te prends vraiment le tout début de ma vie professionnelle, ma vraie première expérience en entreprise en France, c'était une alternance. J'ai démissionné parce que voilà, la fiche de poste correspondait pas à ce qu'on m'avait vendu, que je gênais et en fait, je suis partie. Ensuite, j'ai pris un stage, ça s'est bien passé. J'ai eu mon tout premier CDI et j'ai rompu ma période d'essai au bout de 4 mois parce que là, en fait, j'avais un problème de santé qui était vraiment important. Et travailler dans un open space très bruyant, avoir des horaires extrêmement fatigants. Enfin, je finissais rarement avant 19h en vrai. J'étais épuisée et je pouvais pas. Et donc, le principal moteur au tout début, quand j'ai rompu ma période d'essai, c'était de me dire je dois pouvoir travailler de chez moi. Il faut que je me trouve un travail qui me permette de travailler depuis chez moi et de gagner ma vie. Je voulais pas devenir riche, je voulais pas craquer le game. Je voulais juste me mettre à l'abri et avoir un rythme de travail doux et correct, donc juste en subvenant à mes besoins. Et à l'époque, c'était il y a longtemps, le Covid n'était pas passé par là, le télétravail, le remote, tout ça, c'était pas encore dans les mœurs, donc il a fallu que je fasse plein de recherches
pour me dire, enfin, j'étais vraiment en ikigai, hein. Je savais pas ce que c'était que l'ikigai à l'époque. Je me disais, bon, qu'est-ce que je sais faire? Tu débutes dans la vie pro, c'est pas évident. J'avais des bons diplômes, mais bon, sur le marché du travail, quand t'as pas d'expérience, ça vaut pas grand-chose. Et j'ai fait plein de recherches et à l'époque, je m'étais dit, ah, je sais écrire. Il y a un métier qui a l'air d'exister sur lequel, en fait, je pourrais capitaliser, enfin, avec lequel je pourrais peut-être gagner ma vie, c'est rédactrice web. Donc à l'époque, on appelait ça vraiment rédactrice web. Maintenant, il y a plein de noms différents. Je parle pas de copywriting, hein, on est vraiment dans rédactrice web. Je me dis, trop cool. Donc en quoi ça consiste? Je commence à lire énormément sur le sujet. Et à l'époque, je fais un post LinkedIn avec mon petit compte, je sais pas combien j'avais d'abonnés, peut-être 200, tu vois, genre mon petit compte de Flo qui avait 23 ans, tu vois, vraiment genre saut dans la vie active, j'avais jamais rien développé jusque-là. Et j'ai dit, je lance ma carrière de rédactrice web. Déjà, c'est méga pompeux, mais ça me fait rire avec du recul. Cher réseau, virgule. Ouais, cher réseau, exactement, genre un truc en genre, cher réseau, je lance ma carrière de rédactrice web. Et le LinkedIn de l'époque, formidable. T'avais du reach en faisant rien, tu vois. Il y avait personne à l'époque, quoi. Donc je trouve direct un client qui voit le post, qui me contacte, et j'ai ma première mission genre en 48 heures. Enfin vraiment, mais pain béni. Désolée si vous m'entendez et que vous galérez à trouver vos premières missions, bah c'était l'époque. C'était l'époque, c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui, très clairement. Donc je commence comme ça. J'ai ce premier client que j'ai gardé 1 an et c'était ma poule aux œufs d'or. Enfin, tu vois, c'était le client qui me faisait vivre. Et déjà, je vivais avec un seul client. Et puis, j'ai eu envie de me diversifier, d'aller créer mon portfolio. Donc, je suis allée en chercher d'autres un peu sur les plateformes. Puis petit à petit, mes clients me disent est-ce que vous savez faire des articles optimisés en SEO? C'est sur le coup, enfin, tu débutes dans le métier, tu vois, tu dis oui, bien sûr, tu vas sur Google, alors qu'est-ce que le SEO? Et du coup, tu dis ah ok, donc je me forme en autodidacte, les clients sont toujours super contents. Et d'ailleurs, je suis allée au culot pendant plein de missions. Est-ce que tu sais faire ça? Ouais, ouais, bien sûr. Et t'apprends tout sur le tas. Et moi, je disais toujours oui. Je disais toujours oui, et j'ai toujours trouvé les bonnes personnes pour m'aider. Et ça, d'autant plus qu'à un moment donné, pour progresser, j'avais pris un job à mi-temps dans une agence qui m'a fait énormément progresser sur le métier. Donc j'étais à mi-temps dans une agence salariée et à mi-temps freelance sur mon métier de rédactrice. Et donc je suis vraiment passée de rédactrice à consultante SEO parce que là, eux, ils m'ont vraiment aidée à devenir un bon profil. Enfin, ils m'ont appris énormément de ficelles du métier. Même sur mes projets qui n'étaient pas liés à l'agence, il y avait des fois, je demandais à des collègues, tiens, tu peux m'aider? Comment on fait un audit? Enfin, j'ai été trop aidée, quoi. Vraiment super bien mentorée. Je suis partie de cette agence parce que j'ai eu envie de déménager à un moment. Et du coup, là maintenant, je suis expatriée à Sofia en Bulgarie depuis plusieurs années. Et l'expatriation, c'est accompagné d'un changement de métier parce que j'avais envie de changer de vie en fait, tout quoi. C'est-à-dire que en tant que consultant SEO, c'est un métier qui est passionnant, qui est super cool. Et en posture d'experte, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai monté plein de projets aussi sur le web, moi, toute seule, en parallèle de mes projets de freelance. C'est-à-dire que j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du blogging, j'ai fait de l'affiliation pour aller générer mes revenus. Ça fait partie d'ailleurs des trucs qui peuvent augmenter les revenus quand tu me posais la question tout à l'heure, quand on a atteint ces paliers en freelancing. Mais j'ai changé de métier et j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement parce que j'en pouvais plus d'être toute seule face à l'écran. Alors, en termes de niveau d'interaction, peut-être que ça te parle si t'es dev d'ailleurs. Mon mec est dev et je me dis, oh putain, je sais pas comment il fait. Il y a des fois, il passe vraiment toute la journée sans parler à un autre être humain que moi. Et ça, je pouvais plus. En fait, je pouvais plus, j'arrivais plus. C'était que de l'écran, c'était que de l'opti, je suis arrivée en fait sur de la presta de plus en plus technique. Et j'avais faim d'interaction, quoi, vraiment. Donc, je me suis dit, je veux transformer un peu mon métier et aller proposer d'autres choses maintenant à d'autres personnes pour aller ouvrir un nouveau cycle professionnel, en fait, tout simplement. Mais de cette envie de rencontrer d'autres personnes et jusqu'à ton bootcamp Solozen, enfin, comment il est arrivé ce bootcamp Solozen? C'était quoi la démarche pour justement arriver Ouais, jusqu'à... alors là, en fait, c'est 2 ans d'activité sur l'activité de coaching avant d'aller créer Solozen. Donc, tu vois, mine de rien, en fait, c'est 1 ou 2 ans, je sais plus. Alors, je me suis formée au coaching professionnel, déjà, ce qui a pris du temps. Et pendant que j'étais formée, j'ai eu mes premiers clients en coaching. À l'époque, j'étais beaucoup plus axée sur la partie gestion des émotions. Et j'avais une clientèle cible qui était soit le dirigeant, soit les top managers, enfin, ou les C-level en entreprise. Donc, on était sur comment gérer son stress au travail. Et petit à petit, en travaillant avec ces clients-là, je me suis rendu compte que gérer le stress, c'était hyper compliqué quand t'attaquais pas le problème à la racine et que c'est impossible de se concentrer que sur l'émotionnel.
quand le dirigeant en question il va te dire non mais en fait j'ai des problèmes d'argent dans ma boîte, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et petit à petit, j'ai commencé à modifier un peu la structure de mes accompagnements pour m'attaquer à la cause des facteurs de stress. Autrement dit, le modèle financier qui génère vachement de stress, le manque d'organisation, la mauvaise gestion du temps. Et c'est comme ça en fait que j'ai construit petit à petit les piliers de mon accompagnement. Avant d'aller créer du collectif, j'ai fait beaucoup d'individuels. Pour aller observer les fameuses récurrences dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire avant d'aller packager une offre, je voulais aller observer des récurrences. Ok, il y a le client A, il a tel problème, ça l'a aidé. Client B, ça l'a aidé. Et c'est à partir effectivement d'un certain nombre de clients en indiv que j'ai commencé à identifier un parcours. Je me suis dit, voilà, il y a ces thématiques-là où sur le fond, il faut qu'il y ait de la transmission à certains endroits parce qu'il y a des carences pour certaines personnes. Donc, je vais être un petit peu en transmission sur certains points. Et sur d'autres points, je vais être là en accompagnement, à la fois pour du conseil pur et dur, stratégique, opérationnel, à la fois pour du coaching. Et là, quand on est dans le coaching, on est plus dans le développement personnel, l'émergence de solutions internes. Voilà. Donc, c'est venu de là. C'est venu de là. Mais tu trouvais comment tes clients? En gros, tu as quand même changé de cible entre rédactrice web et accompagnement. Enfin, tu trouvais Ouais. comment tes clients pendant ces différentes phases? Très, très bonne question. Putain, tu les poses hyper au bon moment, tes questions. Bravo, je trouve que tu gères cette interview d'une main de maître. Très bonne question, c'est hyper dur. Quand tu fais un pivot pareil, au tout début, je me suis dit, purée, mais faut tout recommencer, mais quel enfer. Moi aussi, j'étais en coup de panique, hein, parce que mine de rien, me former m'a coûté très cher. Les certifications en coaching, quand tu passes par une vraie école, en fait, c'est 8000 balles l'année. Donc, autant te dire que voilà, derrière, tu as envie quand même que ça marche. Et j'ai commencé par prospecter au tout début, à Bâle. Donc, mes tout premiers clients, je les ai eu en prospection. Et après, ma stratégie qui a le mieux fonctionné, c'était d'aller contacter des personnes connues sur des réseaux sociaux et de leur offrir un accompagnement long. Et de leur dire, si tu es contente de moi, est-ce que tu peux me recommander? Est-ce que tu peux m'offrir de la visibilité? Je l'ai fait avec une personne sur Instagram et je l'ai fait sur LinkedIn avec Nina Ramen. Donc j'ai coaché Nina Ramen en fait gratuitement pendant qu'elle faisait sa préparation de congé maternité. Mon rôle en fait, ça a été effectivement de l'aider à préparer son congé maternité de businesswoman et de partir le plus sereinement possible en s'assurant que ça continue à tourner, que les revenus continuent à marcher et que la boîte s'écroule pas. Et derrière, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai reproposé à Manon Verbeek quand elle a préparé son congé mater. On a appelé ça le projet Baby Stripe. Donc, c'était le lancement de sa formation Midjourney. Donc ça, en fait, pour moi, ça a été la stratégie gagnante. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur de faire du gratuit quand vous partez de nulle part. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça dommage de s'en priver. Quand il y a un deal qui vous paraît juste, typiquement, Nina m'a envoyé tellement de monde. Elle a parlé de moi dans toute sa communauté. Elle a fait des posts pour expliquer que je l'avais coachée. Alors, c'était il y a longtemps, hein. Mais en fait, je reste dans l'esprit de pas mal de nanas qui ont gravité autour d'elle à ce moment-là. La personne qui a coaché Nina Ramen, donc en termes de preuve sociale, c'est quand même fort, en fait. C'est quand même fort. Donc ça a été vraiment le point de départ qui m'a beaucoup aidé à me développer. Après, ce qui m'a aidé, c'est de faire en sorte que le max du client soit content à 200% de ce qu'il venait retirer chez moi et que le bouche à oreille fonctionne de manière très efficace. Et puis en parallèle de tout ça, grosse stratégie de contenu. Moi, j'ai fait le bootcamp de Thibault Louis c'était quand? C'était le solo média, hein, c'était pas le truc business. Donc, c'était avant son pivot. J'ai dû faire ce bootcamp, on était en 2021-2022. Donc ça m'a quand même bien aidé à apprendre à poster avec une vraie intentionnalité différente. Alors j'ai appris à faire des posts visibles aussi grâce à lui. Et après, bon, tu fais ton chemin, tu vois, tu fais ton tri par rapport à ce que tu as envie vraiment de garder et de ce que tu as envie de développer en stratégie de contenu. Donc voilà. Gros coup de pouce du départ, c'était la stratégie influence, échange de visibilité qui m'a énormément servi. Et après, une fois lancée toute seule, en fait, les classico-classiques qu'on fait tous, hein. Une bonne stratégie de contenu bien menée, le volet LinkedIn, le volet newsletter que j'ai développé quand j'ai commencé à avoir plus de temps, le volet podcast que j'ai développé quand j'ai commencé à avoir encore un petit peu plus de temps, mais tout ça de manière très itérative et en faisant ce que je pouvais aussi. Voilà. Mais ça, c'est un point super important. Tu l'utilises encore aujourd'hui, c'est le système de recommandation. En gros, chaque personne que tu coaches ou autre, essayer d'avoir d'autres personnes, enfin de leur demander qui te donnent des noms ou qui te recommandent à d'autres personnes. Ça, en gros, c'est un système que tu utilises encore aujourd'hui sur notamment ton bootcamp. Tu l'avais pas mal utilisé. Mais ton bootcamp Solo Zen, ce qui est intéressant, c'est que tu avais failli ne jamais le lancer, Ouais. il me semble.
tu peux nous expliquer un peu ton lancement? Pourquoi tu as failli, ne jamais le lancer? Comment, tu as fait pour, finalement trouver des gens? Carrément. Alors j'avais fait un premier lancement, je crois en juin. Non, alors en fait j'ai fait 2 lancements foirés, je crois, pour Solozen. Un en mars avec une page de vente complètement foireuse, enfin j'avais essayé un ton ultra humoristique et tout, ça avait pas marché. Et surtout j'étais pas du tout connectée à l'intensité d'effort qu'il faut pour aller créer du format collectif. Donc voilà, je m'étais dit bah mince, ça a pas pris, les gens en veulent pas, et j'avais abandonné peut-être au bout d'une semaine de com. Donc grosse connerie, hein, déjà, pas assez d'efforts sur le support, pas assez d'efforts sur la communication, et je m'étais juste dit ah bon bah c'est pas le moment. J'avais réessayé dans l'été, je crois. Gros fail aussi, et puis je m'étais dit mince, enfin quand même, mais cette fois j'ai vraiment envie de le lancer, donc tout l'été, en fait, j'ai réfléchi, et en septembre, je me suis dit bon, allez, c'est la rentrée, on met un coup d'accélérateur, on va aller les chercher ces gens. Et là, j'ai fait beaucoup plus d'outbound aussi pour le remplir que d'inbound, parce que c'était des gens qui avaient vu passer le truc en inbound, qui étaient intéressés, qui étaient en hésitation, et j'ai fait de l'allbound, quoi, vraiment. C'est-à-dire, ok, qui a liké, qui a commenté, allez, je vais aller commencer vraiment à parler avec ces gens. Je suis sortie de ma tanière, en fait, et je me suis décidée à aller chercher les gens, mais à la fourche, hein, sur la première promo, je suis allée à la fourche. Je me suis dit, j'en veux 8 au moins. J'ai eu les 8, et c'est les 8 de départ qui ont fait que le format pouvait continuer. Parce que bah, la promo s'est hyper bien passée, parce que ça s'est passé du coup avec des piliers, en fait, qui ont été et qui sont encore aujourd'hui, pour moi, d'immenses soutiens. Il y a des personnes aujourd'hui que j'accompagne encore, hein, de la première promo de Solzen. Ils ont brillé pour un an, puis un autre, puis un autre, en fait. Donc, en fait, on est vraiment sur des très belles histoires de collaboration. Heureusement que j'ai pas abandonné et que j'y suis allée vraiment à la fourche, et que j'ai pas lésiné sur les efforts aussi en discussion privée, parce que ce sont les échanges privés qui permettent d'aller générer cette confiance. C'est dur de vendre un produit quand c'est la première fois qu'on le vend. C'était ça, en fait, que j'avais pas encore compris à l'époque. C'est, t'as beau avoir de la preuve sociale sur d'autres accompagnements, quand c'est la première fois que tu vends un truc spécifique, les gens, ils savent pas comment ça va se passer, ils connaissent pas les modalités, ils savent pas si tu sais gérer le format collectif. Enfin, en fait, on leur demande de te faire énormément confiance, en fait, sur quelque chose qui est complètement neuf et pour lequel tu es à la one again, hein. Donc c'est plus dur de lancer le premier format pour ceux qui nous écoutent et qui se disent mince, je comprends pas pourquoi je loupe tous mes lancements, enfin pourquoi j'arrive pas à faire ma V1. Une fois que tu as fait la V1, franchement, capitaliser pour la V2, la V3, la V4, c'est bien plus facile que réussir à remplir sa première promo. C'était quoi tes arguments justement pour la première promo? En gros, tu as, j'imagine, baissé le prix, mais c'était quoi les autres arguments pour justement motiver les gens à faire partie de cette nouvelle offre que tu n'avais pas encore faite, qui devait faire ses preuves en fait finalement? Ouais, waouh, bonne question. Putain, ça remonte à super longtemps. C'était quoi mes arguments? Bah franchement, mes arguments, je les ai adaptés en fonction de la personne que j'avais en face de moi et des objections de chacun, tu vois. Je pense que j'avais pas tant que ça d'ailleurs d'objections. J'avais plutôt des questions sur comment ça va se passer. On sait pas comment ça va se passer, en fait. Et j'ai été transparente sur en fait, on va co-construire. Moi, ma promesse, c'est d'être au plus près de vous pendant ces 3 mois-là, d'être là, en fait, en hyper présence, d'être là vraiment de manière chirurgicale et artisane, en fait, pour chacun de vous. Et là, c'est ma personne que j'ai vendue, c'est pas le produit, en fait. C'est ma personne, c'est la confiance en ma personne, et c'est le feeling avec avec la confiance que je pouvais dégager, en fait, que j'ai vendue. Ouais, parce qu'en gros, je le rappelle, le bootcamp Solozen, c'était du coup 3 mois pour structurer le business de A à Z. En gros, Ouais, faire un 360 sur son business pour mieux performer. ouais, Tu as eu 4 promos sur ton bootcamp Solozen. Là, ouais, en ce moment, tu es en train de faire un gros pivot, puisqu'en gros, tu es en train de transformer ce bootcamp en un vrai programme. Pas un annuel. programme evergreen où les gens rentrent à n'importe quel moment, mais avec quand même un système de cohorte. Ouais. Mais du coup, enfin, pourquoi tu as fait ce pivot entre le bootcamp et vers ce programme Solozen? Très intéressant comme question. Alors, j'ai adoré le format 3 mois, à bien des égards, parce qu'en fait, il y a une intensité qui est chouette. Genre, humainement, c'est incroyable ce que tu vis. Le groupe, tu le vois se créer, tu le vois vivre. Enfin, il y a eu quand même vraiment des amitiés des amitiés qui se sont créées, enfin des vraies amitiés, quoi. Des gens qui s'envoient des textos tous les jours pour se demander comment ils vont les uns et les autres. Euh, mais l'intensité, ça a aussi des inconvénients. Et j'ai recommencé à les ressentir, en fait, au bout de 4 promos. Le premier, c'est que ça me demande des lancements constants. Je fais que 2 promos par an, mais pourtant, j'avais quand même l'impression d'être constamment en train de lancer.
Et ça génère une fatigue en termes de vente qui est énorme parce qu'à chaque fois, c'est des posts, c'est de la stratégie de contenu, c'est refaire un peu la vache de vente pour aller vérifier certains trucs, c'est te remettre dans une dynamique de recherche pour te dire: «Tiens, avec qui j'aurais envie de travailler? Qui est-ce que je pourrais faire rentrer, sur cette cohorte-là?» C'est de la place dans l'agenda pour aller multiplier les rendez-vous. Alors, j'ai un bon taux de closing, hein, mais mine de rien, des promos de 12, ben voilà, on va dire que si tu es sur un taux de closing à 80%, ça te fait quand même voir au moins 16 personnes à peu près. Bah, c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup, c'est constant et du coup, ça génère quand même énormément de fatigue. Le deuxième inconvénient, c'est que je me suis rendu compte que ça m'épuisait moi. C'est-à-dire, en termes d'intensité, en fait, ça fatigue le client. Le client qui est trop content, il abat plein de trucs en 3 mois, c'est génial. En fait, on est vraiment dans le format où voilà, tu cravaches, tu viens là pour avancer, tu veux un début, une fin, et vraiment, tu es là dans une optique d'ultra efficacité. Moi, ça m'a épuisée parce que du coup, je suis ultra sollicitée pendant cette période. En fait, enfin, c'est quand même des moments où je reçois des messages un peu à toute heure, semaine comme week-end, enfin, et où du coup, je suis vraiment là pendant 3 mois d'ultra intensité pour tout le monde. Donc déjà, le format en lui-même est très très fatigant, hors du lancement. Pour les clients aussi, ça génère du stress parce qu'ils se disent mince, j'ai que 3 mois pour consommer. En fait, tu sais, il y a un peu ce FOMO côté client. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que ça, c'était dommage. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus décidé à transformer sur du vrai long terme. Parce que tout le monde a l'impression d'être en retard. Tout le monde a l'impression de pas faire assez vite. Tout le monde a peur de pas avoir le temps de consommer tout. Et pourtant, je leur disais, hein, vous inquiétez pas, les vidéos, par exemple, vous aurez encore accès un peu après. Le suivi, je vais pas disparaître. Enfin, je suis dans le coin. Mais t'as beau essayer d'apporter de la réassurance. Moi, j'ai une cible qui est émotionnellement bien chargée, tu vois, et qui stresse en fait quand tu la forces à aller vite. Donc, quelque part, étirer le temps d'accompagnement, ça crée un cadre très sécurisant pour moi et pour le client, en se disant: «Non mais c'est bon, on a le temps. On a 1 an pour itérer». OK, il y a des moments qui sont plus intenses, tu vois? Le mois de septembre, il est plus intense en termes de trucs qu'on a besoin de mettre à plat. Mais derrière, je suis là pour aider à exécuter. Je suis là dans la vie de tous les jours et on sort de ce truc où à l'issue des 3 mois, bah, le client forcément, enfin la merde ne s'arrête pas à 3 mois de travail de structuration, on est d'accord? Au bout de 3 mois, tu fait plein de choses, mais les soucis, les obstacles et les difficultés dans l'exécution vont continuer à se produire plein de fois dans l'année. Donc l'objectif du format annuel, c'est de me dire: «OK, en fait, je sors de ce FOMO et cette frustration de pas pouvoir être là autant que je l'aimerais non plus dans le suivi annuel de chacun». Et je me dis que vraiment, dès le début, on part du principe qu'on est ensemble sur 1 an, ça va apaiser le client. Moi, ça m'apaise aussi parce que du coup, je suis sollicitée à un rythme quand même moins intense vu que le client, il sait qu'il a le temps en fait, de «consommer» entre guillemets sa presta et surtout, je pense qu'en termes de consolidation des progrès, c'est mieux d'aller ancrer l'apprentissage. Donc ça correspond aussi à une évolution de mon ciblage, hein. Les premières promos, les profils, ils étaient moins avancés que ceux que je recrute aujourd'hui, en fait. L'accompagnement annuel, je trouve ça hyper pertinent pour quelqu'un qui est vraiment, ouais, entre 80 000 et 150 000 €, c'est hyper pertinent. J'ai des profils qui gagnent un peu moins, mais là, pour le coup, on est sur des sujets mindset et j'ai pas trop d'1 an, tu vois, pour, aller les faire, progresser aussi, sur, ces sujets-là. Mais du coup, il y a quoi dans ton programme? En gros, c'est un format hybride où ils ont des vidéos à suivre ou des trucs à faire sur une plateforme et peut-être des lives, avec d'autres personnes, peut-être la communauté aussi? Alors, ils ont accès aux vidéos. Par contre, les vidéos, là, maintenant, vu que je suis sur un format annuel, il y a plus de «il faut regarder les vidéos absolument, telle semaine» ou en fait, j'identifie leurs carences sur tel ou tel sujet. Je leur dis: «Bon, là, on a besoin que tu regardes cette vidéo pour avancer sur ce point spécifique-là». Je veux adoucir justement et sortir de ce truc de «il faut faire» pour avancer efficacement. Je veux que ça s'incrémente, en fait, dans leur quotidien et qu'on ne surcharge plus les semaines au maximum. Donc il y a accès aux vidéos. Par contre, c'est moi qui leur dis à tel ou tel moment: «Là, toi, c'est le bon moment pour toi d'aller regarder ça. Fais-le s'il te plaît, comme ça on gagnera du temps sur le reste». C'est plus efficace aussi que de leur balancer des vidéos et de rentrer dans une optique de binge watching, où finalement on n'intègre pas les infos en fait, qu'il y a quand on consomme trop vite le contenu de formation. Donc ça, c'est du soutien sur le fond. C'est juste pour me faire gagner du temps sur des explications en fait qu'il y a certaines vidéos. Après, il y a tous les outils de travail que je propose qui font gagner du temps, qui font partie de mon accompagnement, tout ce qui est template qui font gagner du temps. Mon outil de structuration de business model, évidemment, ils ont accès toute l'année. Il y a 10 heures en coaching individuel que j'espace en fait de 1 heure toutes les 5 semaines pendant 1 an.
ce qui me permet d'être Mmh. sûre d'aller assurer le suivi vraiment ultra régulier dans l'exécution. Et en interstice, il y a effectivement les 2 heures d'atelier collectif le vendredi matin. Le vendredi matin, j'ai mis une fois toutes les 2 semaines à peu près, sur le rythme de croisière, parce que c'est bien. Je voulais sortir du une fois par semaine parce que sur un an, c'est quand même chaud à tenir, un par semaine, plus pour le client que pour moi, hein, d'ailleurs. Donc du coup, un atelier collectif, une fois toutes les 2 semaines et là, c'est du travail en petits groupes. Il y a pas de plénière. C'est des groupes que je constitue, je les fais travailler en breakout sur Zoom, c'est des salles de répartition. On a une thématique, qui correspond à un enjeu saisonnier, tu vois? Donc en septembre, on travaille le business model, en novembre, on accélère les ventes parce que c'est le moment d'accélérer les ventes et à chaque fois, donc chacun, passe, et se fait aider en fait de ses pairs sur ses problématiques du jour. Je sais pas si c'est clair, mais ça me paraît plutôt Bien. clair du coup. Mais du coup, c'est quand même un format un peu obligatoire, les calls tous ensemble pour, essayer d'avoir cet esprit promo, au sein de Alors, l'équipe. en fait, j'essaye quand même au maximum, d'aller engager là-dessus, ça c'est une certitude. J'ai juste besoin, moi, d'être prévenue. En fait, tu vois, je leur demande de me prévenir s'ils sont pas là parce que moi, je travaille, en fait, sur la constitution des groupes et ça fait partie du succès du format Solo Zen. Au format bootcamp, ce qui a trop bien fonctionné, le retour numéro 1 que j'ai eu, c'était: «Ouah la vache, tu m'as vraiment mis avec les bonnes personnes au bon moment» et je veux continuer à faire ça toute l'année et pour ça, j'ai besoin de savoir au moins qui est absent le jour J parce que sinon ça pète. Tu sais, c'est comme ton placement de table à ton mariage, quoi. Ça pète tout ton placement si on te dit pas qui vient pas. Donc oui, ça fait partie du succès. Après le but, en fait, c'est que les gens aient envie de venir. Et généralement, les gens ont envie de venir parce qu'ils savent qu'ils avancent, que c'est un peu leur bulle d'air, en fait, de la semaine, enfin, ou du mois, du coup, enfin, 2 fois par mois. Mais ils ont envie de venir, en fait. J'ai très, très, très peu d'absents sur les formats collectifs. Les gens qui peuvent pas venir, généralement, ils ont des bonnes raisons de pas venir. J'ai ma fille qui est malade, j'ai personne pour la garder, j'ai vraiment ce podcast que je peux pas décaler parce que il est sur place et que voilà. Enfin, tu vois, c'est. Mais franchement, j'ai un très bon engagement en fait sur les ateliers de groupe parce que les gens savent ce qu'ils en retirent. Mais on le voit de plus en plus, hein, dans tous les cas sur les formations, il y a de plus en plus un format hybride où, il y a des calls, en fait, à plusieurs et peut-être une partie asynchrone. Mais ça se fait de plus en plus. Les bootcamps, ça voit de plus en plus le jour. En fait, l'esprit promo, les gens recherchent beaucoup de pairs maintenant, des buddies, pour justement Ouais. travailler ensemble, s'améliorer, à plusieurs. Bah, écoute Florian, merci, pour l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite? Ou alors, où est-ce qu'on peut te contacter pour, voir ce que tu fais? Bah, écoute, on peut s'abonner à mon profil LinkedIn pour le coup, ou s'abonner à ma newsletter. Je te partagerai les liens si tu veux les mettre, du Ouais, coup, ouais, en en barre description. d'infos. Qu'est-ce qu'on peut attendre de moi pour la suite? Cette année, je vais développer ma partie produit et je vais enfin avoir le temps de m'y pencher. Donc, je vais faire monter en version, ce très bel outil, réfléchir à comment je peux l'ouvrir au grand public sans qu'il y ait forcément besoin de moi, en fait, ou d'un taux de présence, constant pour aller structurer le business model. Et donc voilà, mon objectif là sur 2e moitié 2024 et 2025, c'est de réussir à partager ce travail, qui pour l'instant est très réservé à mes clients en exclusivité, aux personnes qui n'ont pas forcément la chance de travailler avec moi, vu que mine de rien, je prends que 22 personnes par an, hein, donc tout le monde peut pas bosser avec moi, ça c'est une évidence. Ou ceux qui auraient pas le budget pour payer un accompagnement annuel, mais qui auraient quand même envie de profiter des outils. Je travaille là-dessus, sur toute la partie outils pour la rendre plus accessible à tout le monde. OK, bah, trop cool. Bah, hâte de voir si tu arrives à, du coup, le rendre accessible à tout le monde et que ça en aide, beaucoup plus. Ça, ce sera très, très cool. Bah, écoute, merci à toi pour l'épisode et à une prochaine peut-être. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.